Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e épisode du Comex de la saison. Après une petite semaine d'absence, le Comex est donc bel et bien de retour avec plusieurs très bonnes nouvelles. La première étant évidemment l'apparition du nouveau numéro de la revue de l'Afterfoot disponible depuis jeudi dernier. Un numéro passionnant dédié aux agents, les véritables maîtres du game footballistique, un numéro que j'ai déjà eu l'occasion de feuilleter, et dans lequel on retrouve par exemple un très bon article signé Diego Torres, journaliste depuis plus de 25 ans au journal El País, et fin connaisseur de l'univers Jorge Mendes. Dans cet article, il propose un état des lieux de la galaxie Mendes, et raconte comment le super agent a réussi à rebondir après sa séparation avec Cristiano Ronaldo, en travaillant notamment implicitement pour les intérêts de Florentino Pérez, président du Real Madrid, à travers son influence au FC Barcelone. À travers le super agent, le Real Madrid serait donc actuellement en train de faire brûler à petit feu la maison Blaugrana sans que personne ne s'en rende compte. Pour découvrir les coulisses de cette affaire, je vous invite donc à acheter ce 13e numéro de la revue de l'After, disponible dans tous les marchands de journaux et sur le site de l'after.media, sur lequel vous pourrez vous abonner pour la modique somme de 42 € par an. Et vous le savez, 42 est un chiffre horrible quand on évoque la géographie française et les infâmes stéphanois, mais quand il s'agit de recevoir 6 revues par an d'une qualité inégalable, c'est évidemment un grand oui, donc foncez sur le site l'after.media. Autre sujet en lien avec notre épisode du jour, nous serons ce dimanche, comme tous les dimanches, en live sur notre compte Twitch, sur nos comptes Twitch et YouTube, pour un live un peu particulier puisque nous organiserons un grand quiz pour faire tenter de gagner le dernier livre de notre ami JB, La Révolution Mbappé, publié le 7 mars dernier chez Michel Lafon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tenter de gagner votre exemplaire de ce super bouquin, vous avez juste à vous connecter ce dimanche sur les coups de 21h pour participer à notre quiz et tenter de le remporter. Je vous remettrai bien évidemment les liens sur nos réseaux sociaux, mais pensez d'ici là à booker le créneau dans votre agenda. Mbappé, c'est justement le sujet de notre épisode du jour. Alors comment évoquer un sujet que les grands médias nationaux s'affairent à décortiquer sous tous les angles possibles et inimaginables depuis de nombreux mois et de nombreuses années sans répéter tout ce qui a déjà été dit? Eh bien peut-être en commençant par le commencement, ce qui fait aujourd'hui de Kylian Mbappé la personne qu'il est, le football et le terrain. Je pourrais alors évoquer sa vitesse de pointe, son jeu, sa vitesse de pointe, dont certains estiment qu'il ne se sert pas encore assez suffisamment, réclamant toujours plus d'appels et moins de ballons dans les pieds, mais qu'il a pourtant révélé aux yeux du monde entier une après-midi de juillet 2018 face à l'Argentine. Je pourrais évoquer aussi son jeu de tête, probablement le seul domaine du jeu que le petit Kylian ne maîtrise pas, conscient aussi des conséquences cérébrales que celles-ci peuvent avoir en après-carrière. Mais qui dit football dit aussi évidemment statistiques et records, encore plus quand on parle du petit Kylian. Mbappé d'ailleurs, tout comme Erling Haaland, n'est que la conséquence directe du duel Messi-Ronaldo des années 2000 et 2010, une course au record dont il a fait une priorité. Meilleur buteur du PSG, 8e meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, 3e meilleur buteur et 3e meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Déjà dans le top 15 des meilleurs scoreurs de l'histoire de la Ligue des Champions, 2 finales de Coupe du Monde pour quasiment 12 buts inscrits sur les 2 compétitions. Bref, les statistiques et les records de précocité parlent d'eux-mêmes. Devrions-nous alors nous intéresser à d'autres aspects du personnage Kylian Mbappé? La récente annonce de son départ du PSG n'est que le point final d'un cirque médiatique qui dure désormais depuis plus de 7 ans autour du prodige. Chaque année, les chiffres autour des renouvellements de contrats, du nombre de zéros sur la feuille de paye et du montant des primes n'ont cessé d'alimenter des médias en quête permanente de superlatifs pour décrire le personnage. Car oui, le phénomène Mbappé est aujourd'hui aussi économique. Un rayonnement économique qui bénéficie actuellement à son employeur, le PSG, puisqu'au-delà du million de maillots vendus à son effigie chaque année, la valorisation du club est passée de 840 millions d'euros en 2017 à son arrivée à 4,2 milliards d'euros aujourd'hui. Une puissance de frappe qu'ont décidé d'ailleurs d'utiliser d'autres grandes marques internationales, de Nike à Dior en passant par Hublot, EA ou Oakley. Une image méticuleusement d'ailleurs travaillée et orchestrée par sa mère, Faiza Lamari, qui a récemment créé son agence pour s'occuper des intérêts et de, des intérêts et de l'image de ses 2 enfants, ainsi que celle du petit lyonnais Ryan Cherki. Sans oublier d'autres aspects business liés aux joueurs, comme la création d'une marque de vêtements à son effigie, d'une BD comptant sa vie, ou la création surtout d'une société de production de contenu vidéo, déjà elle-même partenaire de la NBA. Enfin, en plus de son impact économique non négligeable, Mbappé reste aussi un acteur politique majeur. Un constat que l'on a pu une nouvelle fois observer il y a quelques semaines, au moment de la venue de l'émir du Qatar à Paris, reçu en grande pompe par Emmanuel Macron pour discuter partenariat économique, le tout évidemment en la présence du Kix. Une invitation liée à sa proximité avec le président de la République, avec qui certains parallèles et rapprochements pourraient être faits dans la construction de leurs carrières respectives, et une puissance politique dont n'hésite pas à faire usage le natif de Bondy pour servir ses intérêts.
comme en 2022 lorsqu'il fit pression sur le président de la 3F, Noël Le Graët, au sujet des sponsors de l'équipe de France, renforçant encore son image et son influence sur l'équipe de France et améliorant une partie de son image au niveau national. Une influence qui se retranscrit sur les réseaux sociaux avec plus de 110 millions de followers sur Instagram, ce qui fait de lui le Français le plus suivi sur les réseaux, et ce que notre ami Thibault Leplat, ici présent, décrime comme un effacement de la figure de l'intellectuel au profit de celle de l'influenceur. Car oui, malgré le caractère phénoménal de la carrière de Kylian Mbappé et de ses différents aspects, il n'échappe pas à son lot de critiques. D'un point de vue footballistique, sa quête absolue de records et cette course permanente aux statistiques présentent le personnage comme un individualiste notoire, le tout renforcé par une communication faussement bien maîtrisée qui laisse sous-entendre souvent que l'homme prime sur le collectif. Une critique transposable à son influence politique qui ne se limite aujourd'hui qu'à ses intérêts économiques. L'été dernier, par exemple, au moment où la France s'émouvait du décès de Naël, Kylian Mbappé profitait de vacances à Miami et avait mis plusieurs jours à réagir, là où il était pourtant attendu, compte tenu de sa communication sur ce type de sujet. Même constat quelques mois auparavant, quand son entraîneur Christophe Galtier fut questionné sur les questions écologiques et que la seule réaction fut d'exploser de rire et de répondre ironiquement en parlant de char à voile. Une carrière et une communication entièrement dictées par les enjeux business, c'est donc de ce constat qu'est né le titre de ce 21e épisode du Comex. Mbappé, une marque déposée, point d'interrogation. Une émission pendant laquelle vous découvrirez le génie français sous un angle que vous n'avez jamais vu, grâce notamment à notre trio d'intervenants du jour. Puisque les titulaires sont de retour avec moi ce soir, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eus tous ensemble. Lui, depuis qu'il écrit des bouquins sur des gamins de 25 ans, il a l'impression d'être redevenu jeune. JB, on t'avait pourtant prévenu que t'assumerais pas le vendredi après avoir bu des coups avec nous jusqu'à 3h du matin. Écoute, maintenant, moi, je fréquente des rappeurs à 3h du matin dans des lieux improbables du 18e, et là, je dois dire merci à Flo. Ouais, Maintenant, j'ai 25 ans. Ça ressemble un peu à un camoulox, cette histoire. Le bar s'appelait l'Intabal, donc le vendredi a été très douloureux. Voilà. Avec nous aussi celui qui se rêve en digne successeur de James Stephens aux Girondins de Bordeaux, poste qu'il a d'ailleurs atteint dès la troisième saison de sa nouvelle aventure Football Manager, commencée mercredi dernier au boulot. Mesdames et messieurs, David Griezmann. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué l'espèce de petit jeu entre supporters bordelais sur James Stephens sur Twitter, c'est assez exceptionnel. drôle. Exceptionnel. Exceptionnel. James Stephens étant l'assistant de Gérard Lopez qui, je pense, a effectué plus de tâches que Xavier Tibéri et la mairie de Paris. Voilà. Et du coup, c'est qui? C'est Yann Walter Foot, je crois, sur Twitter qui a lancé qui était un tweetos hyper drôle sur les Girondins, très très fin, qui rédige une chronique qui s'appelle la Scapulaire Academy, une chronique un peu parodique après chaque rencontre, qu'il a lancé. C'est très très drôle. Tapez James Stephens sur Twitter, vous allez vous marrer. Même moi, je me suis marré, je ne suis pas supporter bordelais. Et enfin, quasiment un mois d'absence pour le boss. Même moi, je commençais à m'inquiéter. Mais ça, c'était jusqu'à ce que je tombe sur un tweet sur les supporters et les ultras la semaine dernière, qui m'a évidemment rassuré sur le fait que tu étais encore bel et bien dans le game, Thibaut. Comment va l'ami Le Plat? Ça va, j'avais vu passer on l'entend plus, t'es Le Plat, je suis plus sûr quoi c'était. Ouais. Je dis, tiens, je vais attendre le bon moment, et puis ça va pas rater. T'as trouvé ton sujet de prédilection. C'est vrai mais après, c'est facile. C'est un peu trop facile. Ouais, c'est tes petites cartes Joker que tu sors de temps en temps. Ouais, c'est un peu trop facile. Ouais. Faudrait que tu fasses un peu un effort aussi. Comme dirait, je sais pas si vous avez vu un air de famille, cette fameuse réplique. Écoute, Riri, tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile. Fais un effort, toi aussi. Voilà. C'est Bakri qui dit ça. Non, c'est Jaoui qui dit ça à Bakri. Ah, t'as raison. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Excellent. Et enfin, grosse semaine à venir pour le Claude Askolovic 11e art. Au programme, un enchaînement Tour de Catalogne, GPO 3, Roue Tourangelle et Gand Wevelgem. Pour finir lundi prochain avec un concert de Mika à Bercy. T'as intérêt à prendre de l'élan, Flo, non? Oh, ta gueule. Ouais, l'événement de la semaine, c'est le GPE 3, il y a zéro débat là-dessus. Enfin là, avec le hoodie couleur camel, c'est plus Clodo Skolovic que Claude Askolovic là. Oh là là. Toi aussi, t'as fait des soirées avec des rappeurs ou quoi? Absolument. Oui. C'est vrai, mais on peut pas tout dire. Bon, amis auditeurs, n'hésitez pas, si vous le pouvez, bien évidemment, à soutenir le média 11e art. Pour ça, vous avez 2 possibilités. Je les répète toutes les semaines, mais c'est très important de le rappeler, puisque comme ça, vous pouvez participer en faisant des dons, notamment.
sur notre cagnotte Hello Asso que vous pouvez retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ou alors en vous abonnant, en likant, en partageant, que ce soit sur les plateformes d'écoute YouTube, Deezer, Spotify ou sur les réseaux sociaux. Parlez du média à vos proches, à vos amis, à toutes les personnes qui pourraient se sentir concernées par ce genre de contenu. Voilà notre sujet du jour. Donc Mbappé, une marque déposée. Et qui d'autre que l'homme qui écrit des livres sur Kylian Mbappé pour commencer cet épisode, Jean-Baptiste Guégan. Ah, Kylian, c'est plus qu'un joueur. Il dépasse les limites du terrain. Hein, tout le monde l'a dit, le redit, il l'écrit. Hein, il y a même des abrutis qui signent des livres qui s'appellent Révolution Mbappé. Ses stats dissimulent tout le reste. Il y a une vraie question hein, qui est KMB, qui est KM. Alors pour certains, c'est le vide et le néant, la vacuité de notre monde. Mais ça, on laissera Thibaut en parler. Hein, il sera très fort pour ça. Et puis on peut peut-être y voir autre chose. Moi, j'ai un peu choisi mon camp. Bon, après 290 pages, en même temps, il fallait bien que j'aille plus loin. Le phénomène, pour moi, mérite qu'on aille justement au-delà. Et c'est assez intéressant de revenir sur cette idée de marque déposée. Il a déposé son nom, justement. Alors, imaginons, par exemple, un Thibaut Leplat faire la même chose, hein, avec une ligne de produits dérivés. Ça pourrait être intéressant. Fallait oser. Des fumigènes. C'est peut-être des doudounes fumigènes. sans manche. Des doudounes sans manche. Ah, J'annonce la doudoune sans manche à Paris cette semaine. J'annonce. Ah ouais. Mais écoute, rien que pour toi, j'irai faire une photo devant le parc avec ma doudoune sans manche et je ferai une dédicace à Thibaut. En arrivant à Cannes lundi dernier, je me suis acheté une doudoune sans manche parce que. Bien sûr, mais c'est la saison là. Mais t'es C'est tellement... la saison là. C'est la saison. Mais vous T'es êtes fondu connectés, dans le hein. moule. Bon. Vas-y, Alors, JB. revenons à nos moutons et à notre Kylian. Bon, avec lui, là, je ne compte pas, hein, et puis ça tombe bien, ça aussi c'est déposé, tout comme KM ou KMB. Donc aujourd'hui, on peut se demander comment on peut l'appeler. Ce qui est assez intéressant avec Mbappé, c'est que c'est le profil de sa génération. C'est un entrepreneur d'un nouveau genre, un entrepreneur de lui-même. C'est une sorte de sportif américain quand on y réfléchit. Et c'est en ça qu'il fait exception. C'est avant tout un professionnel. Et il s'est d'emblée pensé au-delà finalement du football. On le voit d'abord comme une marque. Alors il a des valeurs, un positionnement de marque. Ça tombe bien, c'est lui le produit. Quand on regarde sa communication, elle est pensée, maîtrisée, contrôlée. Il fonctionne comme une marque globale. En même temps, avec 146 millions de followers, ça reste que finalement 146 millions de fois plus que le nombre de personnes qui suivent Flo. Et donc, quand on se positionne comme ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne joue pas avec lui, parce qu'il sait tout de suite ce qui compte, c'est le rapport de force. Et c'est en ça qu'il est différent. Il a littéralement, en tout cas dans le football, pas d'équivalent. Au même âge, Ronaldo n'existait pas, il avait juste de la gomina. Messi, c'était une sorte de petit nain argentin talentueux, mais dont on n'avait jamais entendu la voix. Et il n'y a aucun autre acteur qui ait eu le même niveau d'engagement à 25 ans. Même en termes de visibilité, David n'avait pas ce charisme-là hein, sur les terrains de Picardie. Et ça, quand même, il faut se le rappeler. Donc, il y en a un, finalement, qui peut s'approcher de lui, c'est Ney. C'est le seul, finalement, qui s'est construit d'emblée à cause de son père comme une marque. Et on a vu ce que ça a donné. Hein. Le pauvre, maintenant, finit sa carrière en Arabie Saoudite, dans un pays dont il va avoir un mal fou à sortir. Et donc, ce qui est assez passionnant pour moi, en tout cas, c'est l'évolution de ce phénomène-là. C'est construit comme une start-up. Il a grandi. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'il a un empire derrière lui, que c'est la première licorne du football français. Et puis, quand on regarde, on se rend compte que là, avec la perspective d'un changement de maison, d'un départ à l'étranger, la communication, finalement, change. On est proche d'une OPA qui a du mal à se négocier. Et moi, je me demande ce qui en sortira de tout ça. Est-ce qu'il fera les jeux ? Est-ce qu'il fera donc passer l'intérêt de son futur employeur avant celui de la nation ? Est-ce qu'il réussira son euro ? Parce qu'on l'attend aussi de ce côté-là. Comment se passera son aventure dans un probable club espagnol, si tant est qu'il signe là-bas ? Et ça, c'est encore plus intéressant parce que quand on parle d'Mbappé, finalement, il y a le joueur, il y a tout ce que ça cache. Les statistiques empêchent de voir l'entourage. Tu en as très bien parlé, Valentin. L'entourage s'est professionnalisé, mais on se demande jusqu'où il sera capable de s'adapter. Est-ce qu'il s'adaptera au contexte ? Est-ce qu'il réussira à l'épreuve du changement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il sera capable de changer de statut ? Est-ce qu'il s'adaptera à un univers beaucoup plus exigeant, un univers qu'il scrute et qu'il l'attend ? Je pense que tout le monde a vu ces images de Bellingham en train de parler à Kamavinga et puis à Tchouaméni. C'est intéressant de voir comment il va être attendu, parce qu'il y a une certaine appréhension, mais tout n'est pas fait. Ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir comment il va s'adapter, en bonhomme politique qu'il est.
et savoir comment, derrière la marque et l'étiquette qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1, hein, on a vu la Ligue 1 d'ailleurs communiquer de manière assez étonnante sur lui hier pour montrer à quel point il était le roi finalement du championnat. On se demandera comment finalement Mbappé va être capable d'assurer le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il est, mais on ne sait pas ce qu'il deviendra. Et c'est dans cette tension-là et dans cet intérêt que moi, je vois une révolution. Et j'attends de voir ce que David et Thibon vont en penser pour voir jusqu'où va aller cette fameuse marque déposée. Merci beaucoup, JB. David, je te laisse enchaîner. Ouais, merci beaucoup JB. Écoute, alors moi je suis parti du principe que Kylian allait signer au Real pour justement effectuer ma présentation. Donc dans le cas contraire, vous m'excuserez d'inexactitude de l'hypothèse, mais bon, c'était plus facile pour dérouler. Moi, ce qui m'intéresse dans le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, pardon, Oula, ouais, c'est attention. au Real Madrid, bien évidemment. Au Real Madrid, c'est que ce sera peut-être la première opération de fusion-acquisition dans l'histoire de football. De fusion-acquisition, pourquoi? Donc une fusion-acquisition, on rappelle pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au fait des pratiques de cette pratique économique, c'est quand une entreprise donc acquiert une autre entreprise ou absorbe une autre entreprise, ça c'est une fusion-absorption. Ça peut être entre deux boîtes cotées ou deux entreprises non cotées. Mais donc, dans une opération de fusion, il y a d'un côté un acquéreur, qui serait donc en l'occurrence le Real Madrid, et de l'autre une cible. Cet acquéreur, là c'est le Real Madrid, 122 ans d'existence, plus de 800 millions de chiffre d'affaires, donc entreprise qui génère le plus gros chiffre d'affaires dans le monde, enfin club de foot devant City, devant le PSG, une valeur estimée inestimable dans la mesure où, appartenant à ces sociaux, elle ne sera quasiment jamais en vente. Donc, elle fait partie un peu comme de ces biens inquantifiables, comme un appartement place des Vosges, et plusieurs centaines d'employés, et une cible qui est Kylian Mbappé, 25 ans d'existence, donc quasiment 100 ans de moins, 20 millions de chiffre d'affaires, si j'en crois les revenus publicitaires annuels, une valeur estimée, là, à 250 millions, et environ 10 employés qui doivent peut-être grenouiller ou travailler à plein temps pour Kylian Mbappé. Donc vous voyez un peu, en fait, si vous voulez, la différence de calibre et la différence de force de frappe entre les deux. Et pourtant, on assiste là à une fusion inversée. C'est-à-dire que c'est la cible qui va choisir l'acquéreur et pas l'inverse. Un processus de fusion-acquisition, comment ça fonctionne et pourquoi une entreprise en achète une autre? Une entreprise en achète une autre pour accéder à des nouveaux marchés, pour acquérir un savoir-faire manquant. On l'a vu par exemple avec l'acquisition de WhatsApp par Meta pour s'améliorer dans le secteur des messageries, pour capter une base de clients, donc géographique, ou parfois il y a des fusions verticales où une entreprise achète un de ses sous-traitants. Et dans une période d'acquisition, il y a toute cette période de due diligence où justement c'est l'entreprise qui acquiert qui va faire un audit financier, économique, juridique de la cible. Mais là, avec Kylian Mbappé, c'est complètement renversé. C'est Kylian Mbappé qui peut se permettre le choix du roi, arrivant bien évidemment en fin de contrat, donc sans indemnité à dépenser, qui lui va faire en fait son petit audit des clubs qui sont susceptibles financièrement de répondre à ses besoins, de répondre à ses exigences. Donc c'est un processus complètement inversé. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce rapport de fusion-acquisition, c'est que j'ai travaillé dans le secteur des fusions-acquisitions au tout début de ma carrière et il y a dans chaque opération de fusion, il y a une liste de ce qu'on appelle les pros and cons, de plus et de moins, d'avantages et d'inconvénients. Et je me suis mis dans les chaussures de Florentino Pérez en me disant, est-ce que vraiment acquérir Kylian Mbappé, acquérir la PME Mbappé, ça a du sens? Alors le premier, clairement, un des avantages d'une fusion-acquisition, c'est aller chercher des relais de croissance. Pour vous illustrer ça, dans les années 90, les années 2000, il y a énormément, par exemple, de banques françaises qui allaient acheter des petites banques de réseau en Europe de l'Est, en Grèce, pour augmenter leur base de clients. Et
Kylian Mbappé, moi je suis pas spécialiste du marketing digital, tu as rappelé son nombre de followers sur les différents réseaux, plus de 130 millions, et il va conquérir ce qu'on appelle des globes oculaires, des eyeballs, et c'est comme ça que les clubs réfléchissent en termes d'impact financier quand ils achètent un joueur. Manchester United, pendant très longtemps, s'est targué, en agglomérant de façon un peu vulgaire tous les followers de tous ces joueurs du club, de pouvoir avoir accès à 1 milliard de perdus. Donc c'est vous dire en fait la magnitude de la marque Manchester United. C'est-à-dire que quotidiennement, il y a 1 milliard de perdus qui ont accès à la marque Manchester United. Donc ça peut être un avantage. Il y a aussi l'avantage de réduire la compétition. Quand une entreprise en achète une autre, c'est aussi c'est rachète un compétiteur. Et là, clairement, dans le cas d'Mbappé, c'est évident. Il y a une concentration des talents au sein des clubs européens. Donc, on peut le comparer au secteur de la presse, au secteur de l'édition, où il y a vraiment un regroupement des entreprises. Et pour le Real, acheter Mbappé, ça lui permet de ne pas aller en Première Ligue, de ne pas rester au PSG et de rejoindre un des très peu nombreux, un des clubs capables de gagner la Ligue des Champions et aussi d'acquérir des nouvelles compétences. Donc là, c'est absolument évident. Kylian Mbappé a des compétences très recherchées, quasiment uniques, dans le monde du football. Donc ce serait, par exemple, comme Disney qui achète Pixar à l'époque pour sa technologie. Cependant, moi, le point le plus saillant de ma démonstration, c'est les désavantages et les risques dans le cas d'une fusion. Le principal risque en cas de fusion, c'est le défi d'intégration, c'est le choc des cultures. Dans chaque opération de fusion-acquisition, le principal problème, outre la valorisation, mais qui n'est pas vraiment un problème dans le cas de Kylian Mbappé, c'est est-ce que la cible va être soluble dans l'acquéreur ? Moi, personnellement, je suis arrivé en stage à une époque très lointaine, à une époque où le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais fusionnaient. Et le Crédit Agricole, c'était les employés du Crédit Agricole, ils faisaient exactement la même activité. Les employés du Crédit Agricole prenaient les gens du Crédit Lyonnais pour des prétentieux, les gens du Crédit Lyonnais, ceux du Crédit Agricole pour des paysans. Voilà, c'était les jaunes contre les verts. Et même si c'était pas forcément vrai, il y avait une ambiance absolument infâme au sein des équipes. Car quand tu achètes une entreprise, tu achètes une culture d'entreprise, tu achètes des méthodes, tu achètes une image envoyée. Et le Lyonnais, c'était la banque de nombreux ministres, et le Crédit Agricole, ça avait rendu l'image de l'agence du coin ou du village. Et donc, en ce qui concerne Kylian Mbappé, est-ce que lui, le CEO DRH du PSG, donc qui a choisi Mendes, qui a choisi Galtier, qui a choisi Kolo Muani, qui a choisi Dembélé, va être soluble dans une institution comme le Real Madrid où aucune tête ne dépasse? Est-ce que la start-up Kylian Mbappé, en incluant Faiza, en incluant Wilfried, en incluant Ethan, en incluant Delphine, son avocate, va être soluble dans le fonctionnement du Real Madrid, pardon. Est-ce qu'il va être soluble dans le vestiaire? Est-ce qu'il n'y aura pas un doublon? Donc, il y a dans chaque fusion-acquisition, il y a des doublons de personnel avec Vinicius. Est-ce que quid de Rodrigo, qui est important dans le vestiaire? Donc, c'est tous ces risques, moi, qui m'interpellent. Et au final, je me dis que Kylian Mbappé au Real, c'est plus une opération de joint venture ou de partenariat entre deux entreprises, de collaboration sur quelques années, plus qu'une vraie opération de fusion-acquisition. Je ne suis pas forcément sûr que, même si ça peut fonctionner sportivement, que la start-up Kylian soit vraiment complètement soluble dans le conglomérat Real Madrid. Merci beaucoup David pour cette démonstration économique, et je vais laisser Thibaut basculer sur la démonstration philosophique, très probablement. La philosophie a démarré quand David nous a parlé de la différence entre le Crédit Agricole et Je valide. et la Caisse d'épargne, non? C'était Le Crédit Lyonnais, Crédit Lyonnais. qui a formé Calion à l'époque, qui s'appelle désormais Crédit Mais Agricole. est-ce qu'il y a une différence entre la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole? Lequel est le plus putéré de deux? Ah non, alors le Crédit Agricole, vraiment, tu sais, parce que c'était vraiment C'est la banque des agriculteurs, c'est la banque des notaires aussi de mon père. C'était la Thibaut, je de te mon rappelle père. que pour des raisons de pluralisme politique, ton temps de parole est limité.
Donc, C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Bien, alors je vais donc reprendre cette conversation. Donc ouais, sur Kylian Mbappé. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le personnage Mbappé, c'est je me suis intéressé un peu à sa biographie. Ouais, bon, j'ai lu la fameuse BD. J'ai regardé, ça fait un moment déjà que je reprends un peu toute sa bio pour essayer de comprendre un peu le personnage et comprendre un peu si j'ose pas dire son essence, si tant est qu'il y en ait une, mais en tout cas une problématique autour de laquelle il tourne. Et quand on regarde, bon, on se refait pas. Moi, j'ai regardé aussi un peu la philo, j'ai regardé un peu ce que j'avais en magasin, et ça m'a fait penser au concept de génie chez Kant. Le génie, bon, parce que c'est le génie français, comme Stéphane Guy l'a baptisé. Mais génie, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'il y a chez lui propre au génie? Alors, on entend souvent le génie comme étant, peut-être Stéphane l'entend dans ce sens-là, comme une capacité un peu énigmatique, quelque chose d'un peu mystérieux, qui opérerait à certains moments clés de l'existence. Le génie dans l'art, ce serait le génie va souvent avec l'incompréhension. Hein. Le génie, c'est celui qu'on ne comprend pas, celui qu'on admire sans le comprendre, sans comprendre. Donc le génie au départ est celui qui est lointain, et qui souvent, en plus, si on ajoute à ça l'aspect romantique du terme, enfreint les règles de l'art dans lequel il est. C'est celui qui va, par exemple, je sais pas, c'est les inventeurs de l'abstraction. Je pense à Nicolas de Staël. Je pense à ceux qui enfreignent. Alors lui, il a enfreint la règle de l'abstraction, c'est-à-dire qu'il est revenu vers l'art figuratif. Je pense à tout l'art contemporain qui enfreint la règle de la beauté, pour qui la beauté devient secondaire, la règle de la représentation. Je pense à Picasso évidemment, pour ceux c'est lui qui a inventé le cubisme, mais c'est qui revient sur la règle du portrait, dans le sens où le portrait n'est plus représenté en deux dimensions, mais en 3 dimensions. Bref, toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la littérature, pareil, on pourrait parler de la poésie, etc., etc. Je peux vous faire toute une énumération de la culture occidentale. Mais bref, il y a quand même beaucoup de choses qui, dans l'art, lient ensemble l'idée de génie et l'idée d'infraction à la règle de l'art. Et en cela, on a quelque chose chez Mbappé qui tient à l'infraction, ce qu'il appelle lui le game changer. C'est celui qui veut enfreindre les us et coutumes du milieu dans lequel il est. Je parle pas uniquement de l'aspect sportif, on l'a vu sur la question du pivot gang et la question de sa place sur le terrain. Dans toute sa biographie, il est toujours celui qui a été surclassé, il est toujours celui qui s'est plaint de son temps de jeu, pour qui on avait des plans, les entraîneurs avaient des plans, mais qui n'ont jamais été véritablement respectés. Ça a toujours été ses parents qui ont eu pour souci principal le développement de sa personnalité à lui, indépendamment un peu du club dans lequel il était. Il y a eu plusieurs offres. C'est un gamin qui semblait avoir un certain nombre de capacités, mais qui avait du mal à trouver sa place. Qui a toujours eu du mal à trouver sa place, précisément parce qu'il avait, depuis tout petit, par exemple, la vocation de jouer un jour au Real Madrid et d'être en équipe de France. Depuis tout petit. Depuis 5 ans. C'est ce qui revient, en fait, quand on lit sur lui. C'est une espèce de certitude qu'il avait. Quelque chose de très, très bizarre, très tôt. Et donc, il y a cette idée d'infraction au sens d'infraction à la règle commune, d'infraction à la règle du sport, d'infraction à l'ensemble de ce qui peut être habituel. Et on voit bien quand on a cette sensation-là, quand on l'écoute, il est assez inhabituel. Sa manière de parler, son élocution, son intelligence aussi peut-être, peut-être sa culture aussi. C'est pas vraiment le footballeur le plus commun. D'ailleurs, il est un peu à part par rapport à tous les autres joueurs, tous les autres footballeurs. Donc il y a cette idée d'une infraction. Sauf que, comment on sort de ça? On parle d'un sport collectif, on parle d'un sport qui est éminemment codé, et que le génie, et en particulier dans l'art, c'est pas uniquement la capacité à enfreindre les règles, parce que dans ce cas-là, Hatem Ben Arfa serait actuellement au Real Madrid, beaucoup d'artistes du dimanche seraient, d'ailleurs on en voit beaucoup quand on se voit en province dans les galeries, de type d'œuvres un peu étranges,
Voilà, ça suffirait pas pour être enfreindre une règle, suffit pas pour être un génie. Il y a une autre condition. Et ça, c'est Kant qui nous la donne. Il y a quelque chose dans l'idée du génie chez Kant qui je trouve très intéressante et qui peut-être est applicable là. C'est pas celui qui va se contenter d'enfreindre une règle. C'est celui qui va donner une nouvelle règle à l'art. C'est celui qui va inspirer à travers l'infraction première qu'il a commise et qui va donc faire école. Le génie est celui de qui on peut s'inspirer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du paragraphe 56 de la critique de la faculté de juger, si ça vous intéresse. Il donne 4 conditions, sur lesquelles je vais passer très vite. L'originalité, l'exemplarité, l'inexplicabilité du génie, et 4e surtout, faire école. Ça veut dire que le génie ne peut pas faire école tout seul. Pour qu'il y ait génie, c'est la définition de Kant, je répète, c'est le génie, la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne ses règles à l'art. C'est par le génie que l'art est créé. C'est-à-dire que l'art, il n'y a pas d'art sans règles. Donc c'est par le génie, c'est-à-dire par la figure du génie. Il faut entendre le génie comme disposition de l'esprit, pas comme personne. Comme le génie, c'est ce qui va donner à l'art ses règles. C'est ce qui va donner les règles de l'impressionnisme, par exemple. Monet va donner ses règles de l'impressionnisme à la peinture. Je sais pas, le roman, je sais pas, Philippe Roth ou Houellebecq va donner les règles du roman à la Houellebecq, si je puis dire. Et c'est celui qui, l'artiste, c'est celui qui va, le génie, c'est celui qui va enfreindre pour créer une nouvelle norme. Problème, comme le dit Kant, il ne peut pas la donner lui-même, cette norme-là. Or, il me semble que Kylian est à un moment de sa carrière où il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il a enfreint les règles. Il est clairement celui qui a enfreint toutes les règles de bienséance dans un club. Tu l'as dit, tu as parlé de son influence politique dans le vestiaire, son influence dans le club, son influence dans le football français. Il a cassé les codes, on appelle ça casser les codes maintenant. Mais pour l'instant, il n'est pas arrivé à la deuxième étape. Il n'est pas arrivé au stade de faire école, même si son association, étrangement, s'appelle Inspiré par KM, précisément parce qu'il pressent ça, il y a cette intuition qu'il faut transmettre en inspirant, c'est effectivement une des conditions du génie. Problème, il peut pas le faire lui-même. Le génie peut pas donner des cours sur son propre génie. Tout simplement parce que, dit Kant, c'est une capacité naturelle. Donc tu peux pas donner des cours sur quelque chose qui était naturel. Alors tu peux discuter, bavarder, mais tu peux pas inspirer les autres. Et c'est un peu le paradoxe par exemple de l'impressionnisme aussi, ou de la peinture non figurative de Pollock. On peut t'apprendre à faire de la peinture non figurative, mais tu peux plus l'inventer. Tu pourras plus refaire ce qui a été fait. Le premier geste de l'invention, tu pourras plus le refaire. Donc c'est ça le génie, c'est-à-dire que on va s'inspirer de toi, mais au moment où on va s'inspirer de toi, on va épuiser l'art avec toi. Je suis un peu abstrait, je suis un peu monté dans les tours pour dire quoi ? Je veux dire que Mbappé n'a pas encore fait école. Il n'a pas créé de style encore. Et pour ça, je crois que le mariage au Real va lui amener ça. C'est-à-dire qu'en l'inscrivant dans une tradition, de laquelle il va pouvoir s'inspirer, il va pouvoir lui aussi apporter sur certains styles. Pensez à Zidane avant le Real. Quand il est à la Juve, c'est un grand joueur, mais le passage à la Juve a été largement occulté par son passage au Real. Parce que le Real lui a donné une dimension culturelle qu'il n'avait pas. Culturelle au sens large du terme, c'est qu'il l'a inscrit dans une lignée des grands numéros 10, dans une tradition. Et je crois que ce qui manque à Mbappé, c'est peut-être de redevenir un joueur de football, mais un joueur de football dans toute son épaisseur, dans toute son épaisseur artistique. Et je crois vraiment que si c'est bien le génie français, si je puis dire, c'est précisément parce que il y a dans sa capacité à penser son propre jeu et à être réflexif sur lui-même, enfin réflexif évidemment toujours sur lui-même, mais à penser son propre jeu, sa propre trajectoire, quelque chose qui tient à cette volonté d'être exemplaire, de volonté d'inspirer les autres. Et pour inspirer les autres, il n'y a pas le choix. Il faut passer par ce qu'on appelle les grandes écoles, les grands chemins, les grands classiques, les grands musées quand on est un grand artiste, les grandes collections. Il y a besoin pour un joueur de ce type-là, pour un talent de ce type-là, d'entrer dans ce qui pourrait être l'équivalent du musée d'art moderne ou comment on peut dire, est-ce qu'il y aurait un équivalent, ou comme un grand couturier, par exemple, de rentrer enfin chez Yves Saint Laurent. Lagerfeld est devenu Lagerfeld quand il est arrivé chez Chanel.
Donc il y a de ça, c'est-à-dire au moment où il va réinterpréter la tradition à son profit. Et je crois il faut prendre très au sérieux ces footballeurs-là, ces footballeurs d'une autre trempe, qui sont des créateurs, qui sont des génies de leur domaine, et comprendre qu'il y a dans leur football, dans leur manière d'être, une volonté de créer quelque chose. Et ça, il l'a pas encore fait. Et je pense que c'est maintenant. Merci beaucoup Thibaut. C'est parti un peu loin là. Tu es parti un petit peu loin, mais ça, après 3 semaines d'absence, il fallait que tu remettes un petit peu fallait taper un peu fort là. Voilà, il fallait taper un peu fort. Il y en a un autre qui va taper un peu fort, je pense, comme d'habitude, toutes les semaines. C'est l'ami Flo Liska qui nous a préparé évidemment sa petite revue de presse que je te laisse nous conter, Flo. Salut mes petits rocards nostalgiques à Doudoune sans manche. Ça me fait plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence. Et c'est peut dire qu'il y a eu de l'actu pour les tauliers du Comex ces 15 derniers jours, avec évidemment une nouvelle revue de l'after pour Thibaut, un 32e livre pour JB qui nous vaut le sujet du jour sur Kylian Mbappé, et un séminaire sur la Côte d'Azur pour notre David national, ce qui a valu d'ailleurs un bel article dans l'Équipe sur sa semaine méditerranéenne intitulée « À quoi ressemble la vie des joueurs de l'AS Monaco ». Bon, sérieusement, David était à Cannes pour le MIPIM, le fameux marché international des professionnels de l'immobilier, dans lequel Val et moi aurions assurément été très à l'aise. Mais qui dit semaine de séminaire pour David dit forcément soirée dans sa suite. Et oui, malgré la douceur printanière et le beau temps sur la Riviera, notre axonné préféré n'aura posté des photos de la plage qu'uniquement depuis sa chambre. Faut dire que David y avait un hôtel au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant son ordinateur et donc Football Manager. David n'a donc jamais vu la mer. Bon, sinon l'actu de la semaine, c'était bien évidemment la rencontre entre deux univers, 11e art et le rap. Après des mois de lobbying, Val, je peux le dire, nous avons gagné. Jeudi dernier, JB et Shérif ont ainsi passé la soirée avec Jean Morel, le fondateur du média rap Grunt, et le rappeur parisien Edge. Après David et NASA, Jean-Baptiste et Edge, Shérif et Grunt, j'ai donc le loisir de vous teaser les prochaines collabs et nos prochains épisodes. Olivier Jarose et Varnish la piscine, et surtout... et surtout, le très attendu Thibaut Leplat et Jazzy Baz en featuring sur Ultra Parisien. Incroyable, incroyable. D'ailleurs, Thibaut, quand est-ce que tu enregistres un petit podcast et un petit featuring à l'espace Niemeyer, place du Colonel Fabien? Bon, en échange de quelques cours de philo, ouais. Très bien. L'espace, en tout cas, est très joli. Bon, et sinon, il y avait quand même un peu d'actu foot ces dernières semaines, et on commence avec le fossoyeur du ballon rond, Gérard Piqué, bien évidemment, l'homme aussi fidèle à sa femme qu'à l'histoire de son sport, qui, dans un entretien au Sunday Times, appelle au changement dans le football entre rencontres plus courtes, fin des matchs nuls, dimension de terrain plus petite, prétextant la concurrence des réseaux sociaux et des plateformes de streaming, autant que la difficulté d'une jeune génération à rester 1h30 devant un match. Gérard qui expérimente bien évidemment cela en tant que boss de la Kings League, avec des matchs entre joueurs avérés et influenceurs de 2 périodes de 20 minutes sur un terrain et des buts réduits. Des équipes qui ont aussi la possibilité de faire autant de changements qu'elles le souhaitent et disposent même d'une golden card, sorte de joker défini par un lancement de dés à l'avance du match. Bon, c'est vrai que la fin de carrière de Monsieur Waka Waka était déjà compliquée, mais alors l'après-carrière risque d'être un long calvaire. Et c'est Thibaut qui en remet une couche dans son édito hebdomadaire pour le site de la revue de l'After, intitulé « Piqué passe à l'as ». Car après avoir saccagé la Coupe Davis, J'ai compris, Piqué passe à l'as de pique, j'ai compris, non? Ah oui. Merci. Non, c'est juste pour être sûr, j'étais pas sûr d'avoir là. C'est pour ça que j'ai mis le titre. Oui. Car après avoir saccagé la Coupe Davis, Gérard... J'ai bossé pour le titre, j'ai passé au moins 20 minutes dessus. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime souligner quand même le fait de souligner. Voilà. Le calembour, merci. Tu vois, peut-être qu'en passant encore... Calembour. Peut-être qu'en passant encore plus de temps avec Edge, ça pourra encore plus, Oui. plus fuser après. Certainement, ça va l'intéresser énormément. Car Gérard, après avoir saccagé la Coupe Davis, veut maintenant nous dégoûter du football. Thibaut qui, s'il admet des siestes régulières devant la Ligue 1, nous adressant au passage Val une petite pique en la comparant à la traditionnelle et complètement folle sieste dans le Tour du France, nous apprend que Gérard Piqué souffre du complexe du vendeur Darty. À savoir, nous vendre la solution à un problème qu'on n'avait pas avant d'entrer dans le magasin. Difficile ainsi pour Thibaut de ne pas admettre que le temps passe et qu'un rajeunissement du football ne ferait pas de mal dans un univers de passionnés conservateurs. Mais difficile surtout de laisser impunis les sacrilèges. Car en dépit de toutes les horreurs qui le menacent, le football est à chérir, comme le dernier îlot d'enfance. L'erreur de Piqué serait ainsi de vouloir changer un objet culturel en simple produit de consommation à obsolescence programmée. Bon, et comme le rappelle le sous-titre de l'édito de Thibaut, on avait pourtant été prévenu après sa reprise de la Coupe Davis de tennis avec Cosmos. Piqué, finalement, il est un petit peu à l'histoire du sport ce qu'Émile Louis est au handicap. Ça part de plein de bonnes intentions au début, un peu comme Émile devant le Téléthon, mais ça finit par entraîner les projets qu'il conduisait.
En tout cas, on ne serait pas surpris qu'il s'acoquine avec A22, la société derrière le projet de Super League dont il est un fervent défenseur, avec des idées dans la droite lignée d'Andrea Agnelli. A22 qui a donc révélé il y a 2 semaines les résultats d'un étonnant sondage commandé par leurs soins et mettant en avant 72% d'opinions favorables à la Super League en Europe et même 75% en France auprès de 800 interrogés dans le pays, après un processus plein de transparence et respirant la démocratie, puisque les sondés devaient passer par le visionnage d'un clip de promo d'A22 fourni par l'institut de sondage Bocassa, Opinionway, avant le vote. Hâte qu'on ait un petit film de campagne de Macron et Marine Le Pen dans l'isoloir aux prochaines élections. Finalement, c'est peut-être comme ça que Vladimir Poutine y fait 88% à chaque fois. Et vous voyez, là encore, les Russes, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Loin des terrains, lui fait son oseille après avoir troqué les crampons pour les broches. L'ancien international allemand Lukas Podolski fait en effet fortune dans les kebabs, comme le raconte Thibaut Leben dans les colonnes de l'équipe. Après un premier restaurant ouvert en janvier 2018, l'ex-attaquant de 38 ans est à la tête d'un mini-empire de plus de 40 fast-food grâce à sa chaîne de franchisés Mangal d'honneur, dont pas moins de 19 dans son fief de Cologne. Après avoir notamment pu peaufiner son benchmark lors de ses 2 saisons à Galatasaray en plein cœur d'Istanbul. Podolski, qui voit désormais sa fortune être estimée à plus de 210 millions d'euros, explique ainsi gagner beaucoup plus d'argent avec ses kebabs que lors de sa carrière de footballeur. Dans l'Est pourtant, mais une autre version de l'Est, c'est la Grande Dépression. L'été dernier, 3 monuments du foot français ont frôlé la disparition. Nancy, Sochaux et Sedan. Une région qui, à l'image de son football, semble désormais reléguée. Comme l'ont enquêté Maxime Brigand et Adrien Aymar dans le dernier numéro de SoFoot pour un voyage au cœur de la déprime. Sochaux, en partie sauvé par son ancien président Jean-Claude Plessis, 80 ans, après le trou de plus de 22 millions d'euros laissé par l'ancien propriétaire chinois Nanking, peine à remonter. Un long déclin jusqu'au national, entamé dès la rupture avec Peugeot en 2015, suite à la volonté de la marque au Lyon de monter en gamme et de s'éloigner du foot populaire. Un symbole aussi et surtout de la désindustrialisation que subit la région depuis des décennies. Mais un club aussi sauvé par la ferveur populaire locale, venu sauver le club d'une chute encore plus terrible et plus profonde. Le tout grâce au projet Socio-Show, rassemblant au capital du club supporters et sympathisants, pour qui l'entité est un totem, au cœur d'un territoire reculé et oublié. Au bord de la mort, les Doubis se prennent ainsi désormais à rêver de remonter en Ligue 2, tout comme leurs voisins nancéens, portés eux aussi par le retour d'un historique, en la personne de Pablo Correa. Après avoir pourtant goûté au précipice du National 3 cet été après le fiasco Gauthier-Ganaï ne devant sa survie qu'au repêchage et à l'exclusion plutôt de Sedan de tout championnat nationaux. Car les Sangliers évoluent désormais en Régional 3, loin des ambitions retrouvées de leurs plus lointains voisins de l'Est, qui se voyaient au même temps sauvés par Emmanuel Macron ou Michel Platini. Car Sedan, bien plus que Sochaux ou Nancy, est aujourd'hui une photo de la France au volet fermé. Orpheline d'un club laissé SDF par son ancien propriétaire Marc Dubois, arrivé il y a 10 ans comme un sauveur et reparti en laissant un centre d'entraînement en ruine après avoir voulu en faire un établissement spa 4 étoiles avec plus de 80 chambres. Le club est désormais aux mains d'un ancien agriculteur local, Daniel Guérin, poussé par les politiques locaux pour une fusion avec Charleville et Prix-les-Mézières afin de rebâtir en plein cœur des Ardennes un grand club malgré le peu d'enthousiasme des supporters respectifs. 3 clubs en tout cas au destin commun, aussi bien croisés que similaires, symbole d'une région délaissée plongée dans le marasme. Alors espérons, loin du foot d'influenceurs et de la Kings League, que ces clubs et ces territoires retrouvent un jour leur lustre d'antan. Merci beaucoup Flo pour cet hommage. À Sedan, il y a eu d'ailleurs un faux prince saoudien d'ailleurs qui a été longtemps attendu par Marc Dubois. Je suis pas surpris que tu aies des informations, des petites anecdotes comme ça sur Sedan. T'en as pas complètement. d'autres Peut-être un violeur, quelque chose? Non, parce que c'était assez Bah, il y a spécifique. eu dans les Ardennes, c'était magnifiquement Michel. Les Enfin, je Ardennes, dirais, c'est- Il y en a eu pas mal. L'ogre des On dit Ardennes. pas violeur, on dit C'est vrai. jogger avec un K, ouais, c'est complètement différent. Non, mais et d'ailleurs dans SoFoot, c'est pas le moment des recommandations, mais il y a une interview croisée entre un syndicaliste métallo et Mathieu Hudol qui est capitaine du FC Metz qui est génial. Et tiens, petit aparté, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention de notre ami tueur en série sur Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui là? Ah, du grêlé. Du grêlé, voilà, j'avais oublié Bah, son bien nom. sûr, François Grêlé. c'est magnifique, ouais. Ça, je me suis dit que ça allait te plaire, j'ai pensé à toi quand Ah, j'ai passé je m'en suis léché les babines. Mauvais jeu Oui, de je mots, me mais c'est doute vrai que bien. c'était incroyable. Il était débonnaire, mon grêlé, en fait, quand même, sur. Bon, messieurs, Attends de ce- voir Dupont le Ligonnès à Interville, on va me rigoler. ouais, Avec sa sœur, avec cette sœur, ouais. Qui- aux amours. Attends de voir avec sa sœur aux amours. Elle va lui mettre un petit coup de pancarte sur la tête quand il se rompra.
À la question Kylian Mbappé, JB, tu réponds en disant que le phénomène mérite qu'on aille au-delà. Tu parles de la marque déposée, évidemment, KM, qui est symptomatique de sa génération. C'est un entrepreneur à l'américaine qui est très professionnel et qui a toujours pensé au-delà du football, qui a pensé sa marque comme une marque internationale et qui n'a pas d'équivalent à son âge, à part peut-être Neymar. Et tu t'interroges sur l'évolution du phénomène, aujourd'hui première icône du foot français, mais qui, avec le départ, opère un changement dans sa communication, et tu t'interroges de savoir s'il va réussir un certain nombre de ses objectifs, à la fois sportifs et à la fois aussi en termes d'image. Va-t-il assumer le lendemain du Paris Saint-Germain? C'est comme ça que tu te présentes. David, toi, tu parles évidemment du principe qu'il va signer cet été au Real Madrid, et tu parles de la première opération de fusion-acquisition. Donc, une opération de fusion-acquisition consiste à l'absorption d'une entreprise par une autre. Ici, c'est le Real Madrid qui acquiert Kylian Mbappé. Pourtant, dans ce cas précis, c'est la cible qui va choisir l'acquéreur, ce qui est évidemment paradoxal dans un type de processus d'acquisition comme celui-ci. Et dans une période d'acquisition, il y a toujours une période de due diligence avec une phase d'audit. Là, encore une fois, c'est Kylian Mbappé qui va faire son audit des différents clubs, donc le processus est une nouvelle fois inversé. Et dans chaque opération de fusion, il y a une phase de pros and cons. Est-ce que acquérir Kylian Mbappé a du sens aujourd'hui? Et toi, tu réponds avec 3 arguments. La première qui est oui, puisque ça permet d'acquérir de nouveaux clients. Oui, parce que ça permet de réduire la compétition pour le Real Madrid. Là, c'est le cas puisque le Real Madrid va évidemment concentrer les talents et empêcher la Première Ligue d'avoir de nouveaux talents. Et non, puisque il y a quand même aussi, enfin non, tu t'interroges sur le troisième point, de savoir si oui ou non, parce qu'il y a un risque de défi d'intégration, de choc des cultures. La cible va-t-elle être soluble chez l'acquéreur? Tu te poses la question de savoir si en tant que CEO DRH du PSG, Kylian Mbappé va réussir à s'adapter au Real Madrid, qui est un endroit où rien n'est dépassé. Tu te t'interroges aussi sur son adaptation avec des joueurs comme Vinicius, Willingham. Et au lieu de parler de fusion, d'opération de fusion-acquisition, tu parles plutôt d'opération de joint venture, de collaboration. Et enfin, Thibaut, je me perds dans mes notes. Thibaut, tu t'es toi intéressé à sa biographie pour comprendre la problématique autour de laquelle il tourne. Et ça t'a fait penser à la notion de génie chez Kant. Quand on parle de génie, on entend quelque chose de mystérieux, celui qu'on admire sans comprendre, celui qui enfreint les règles. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'art. On retrouve beaucoup ce lien justement entre le génie et l'infraction des règles de l'art. Et tu estimes évidemment qu'Mbappé est beaucoup dans l'infraction aux règles du sport. Quand on l'écoute, il est d'ailleurs assez inhabituel. Et tu t'interroges de savoir comment est-ce qu'on sort de ça quand on parle d'un sport collectif. Le génie, ce n'est pas uniquement celui qui enfreint les règles. Et c'est là qu'intervient la notion de Kant. Selon lui, le génie est celui qui va donner une nouvelle règle à l'art, celui qui fait école. Par exemple, Monet va donner ses règles à l'impressionnisme. Mais le génie ne peut pas faire école seul. Et aujourd'hui, tu estimes donc que Kylian Mbappé a cassé les codes, mais qu'il n'a pas encore fait école, et que c'est peut-être avec la collaboration avec le Real Madrid, avec la création d'une nouvelle dimension culturelle, qui va donner un tournant à sa carrière, comme l'a fait par exemple Karl Lagerfeld quand il est devenu Karl Lagerfeld en entrant chez Chanel. Voilà ce que vous avancez pendant ces 3 premières parties. Ça va, j'ai été clair sur ta partie? Oui, c'est bien, ouais, c'était très clair. Ouais. Ok, très bien. Et ben, je vais vous laisser rebondir sur tout ce qui a été dit. JB, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Je te laisse partir là-dessus. Moi, ce qui est intéressant quand on fait le tour de tout ce qu'on a justement abordé, c'est que on est finalement à la croisée des chemins. Il y a la question de l'accomplissement, c'est-à-dire que pour n'importe quel joueur lambda, il serait déjà allé au-delà de ce qu'on aurait pu attendre, il aurait déjà réalisé son destin. Avec lui, on a l'impression qu'il y a une route en pointillé qui se dessine, et finalement, on est à l'aube soit d'un accomplissement, soit d'un immense ratage, ou pire, d'une déception. Ce qui est assez intéressant avec ce joueur, c'est qu'il a atteint un stade dans notre pays qui n'a jamais été atteint avant, donc on est dans de la nouveauté, donc on a du mal à l'appréhender. J'aime bien l'idée de Thibaut sur le génie kantien. Moi, j'avais utilisé Debré, j'avais fait une comparaison entre Régis, Hugo, tu rassures-moi. ouais, Régis Debray. J'ai eu peur. Debray. Donc Debray. Et donc l'idée, c'était de voir quand Régis Debray a signé son livre confrontant Stendhal et Hugo, finalement, où on positionnerait Mbappé. Et ce qui me fascine, c'est que finalement, il y a plusieurs éléments qui manquent dans la trajectoire pour que celui qui se présente, en tout cas, s'est construit comme une légende, en devienne vraiment une. D'abord, il faut qu'il souffre. La souffrance, on l'a pas vue. On n'a pas vu la souffrance de la... On a besoin, dans le phénomène d'identification, pour créer un héros, de le voir souffrir et de le voir remonter la pente. Pour l'instant, à part l'Euro,
et son calvaire au PSG, il n'y a rien d'autre. Il lui manque finalement cette souffrance qui va le faire entrer dans une autre dimension. Et puis il y a l'après-football. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes exprimé exclusivement sur un terrain et que vous répondez par le terrain, quitte à en faire le tour avec votre téléphone et à prendre des selfies comme il l'a fait à Monaco? Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir si le phénomène finalement n'est pas un feu de paille, et si le reste de la structure qu'il a mis en place est capable de durer. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est ce qui se passera après. Et je pense que le Real de Madrid, ça va être un vrai crash test. C'est un club qui plaisante pas. Et on l'a vu dans la communication du joueur, hein, déjà s'adapter. Donc on imagine vraiment que c'est une stratégie de négociation aussi, hein. On le voit avec les jeux. Mais dans la logique de l'accomplissement et de d'identification, je trouve qu'il y a encore ce pas. Je pense que l'Euro 2024 en Allemagne sera un premier élément. Sa présence-absence au jeu, parce que je doute qu'il en soit complètement absent, sera aussi un élément parce que ça participera de la construction du récit national en tant que marque. Et ça va être intéressant de voir finalement comment il va être capable de raconter cette propre histoire-là, sachant que pour la première fois depuis 7 ans, c'est pas lui qui aura les clés. C'est pas lui qui aura la possibilité de maîtriser et le timing et le tempo. Thibaut, David? Oui. Ouais, Vas-y, Thibaut. ouais, alors après, moi, je fais attention avec la Mbappéologie. Je pense que c'est un joueur effectivement incontournable. J'avais bien aimé le papier dans l'équipe de ce week-end, qui a ressorti les archives du départ de Platini. Ouais, très bien. Très sympa. Et effectivement, je trouve que le parallèle est assez juste, parce que Platini était pareil, pas très aimé. Enfin, il y avait un peu entre les deux. Il était adoré, bien sûr, mais il y avait ces derniers mois, ces dernières années, il a beaucoup été sifflé en France. Il a jamais été vraiment compris. Platini était est toujours une personnalité un peu étrange, un peu fuyant, jamais vraiment chaleureux, qui faisait un peu la leçon. Qui a ouvertement monétisé sa popularité, un des premiers d'ailleurs en plus. Hein. Ouais, et qui a jamais vraiment beaucoup souffert non plus. Et pourtant, il a été peut-être le premier grand joueur français au-delà de Copa, parce qu'il avait quand même pas de 40 ans, enfin un peu moins, 35 ans. Et je crois qu'il y a effectivement une proximité entre ces deux-là. D'ailleurs, l'un est devenu homme politique, l'autre le deviendra peut-être. L'idée que ce sont des types qui essaient de changer leur jeu, changer le game, quoi, vraiment. Qui changent quelque chose, en fait, qui sont là pour laisser une trace, mais dans la manière dans laquelle ils vont bouleverser le jeu. Pas du tout pour s'y fondre complètement, comme l'était un Zidane ou même Maradona dans son style. Ils y vont surtout pour changer le football, quoi. Platini l'a changé en devenant ensuite organisateur de compétition, puis président de l'UEFA. Et même si, paradoxalement, arrivé à la président de l'UEFA, il a voulu conserver le jeu. Il était contre la VAR, contre un certain nombre de décisions. Fair play financier pour préserver la pérennité des clubs. Voilà. Mais en revanche, je trouve qu'il y a ça en commun, cette personnalité un peu distante. Parce que Mbappé, je crois, ce sera jamais, je sais pas, ce sera jamais Zidane, quoi. Ce sera jamais quelqu'un qui va attirer de la sympathie. Il va forcément toujours être clivant. Et moi, ça a été les reproches que j'avais adressés à l'époque au moment de l'histoire de Naël, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de risques qu'il faut ensuite assumer. Et que voilà, il peut-être en revenant au Real, je pense qu'il revient dans une dimension football. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on a un grand joueur qui au moment de la culmination de sa carrière sportive, renonce financièrement, fait des sacrifices financiers pour réaliser son rêve sportif. Je parle des grands joueurs, hein. Je parle de Beckham. Henry à Barcelone. Ouais, mais Henry en Barcelone, il est en fin de carrière déjà, il a Ouais, 31 ans. Là, il est au sommet de sa carrière, Mbappé. Là. Et au moment où il est au sommet, je sais pas, c'est curieux, il arrive en fin de contrat, enfin, tout est bizarre en fait avec lui. Et tout est, je crois, et quand on s'y intéresse un peu à ce qu'il fait, on voit que c'est quelqu'un qui joue pas le jeu du milieu. Il veut pas jouer le jeu du milieu. Pour le pire et pour le meilleur. Qui joue pas le jeu
de comme font les autres, mais depuis tout gamin, quoi. Mais ça se voit aussi dans son rapport, en fait, dans sa négociation concernant le droit à l'image. C'est-à-dire Oui, que voilà, je pensais à le ça. droit à l'image individuelle, c'est le militant international du droit à l'image individuelle. Sur la répartition au Real, il y a une exception qui a été faite à la répartition de 50-50 qui a été instituée par Florentino Pérez, c'est Cristiano. Qui l'a pas obtenu immédiatement, qui l'a obtenu au bout de 2-3 prolongations. Donc je pense qu'Mbappé le sait, ses conseillers le savent et il se fait fort de lui de l'obtenir dès la signature. En équipe de France, on a bien vu, et d'ailleurs il prend énormément de risques parce que il va être pris à un moment dans ce piège de l'incohérence où il refuse de faire de la publicité pour de la malbouffe, pour des paris sportifs, mais il a Investisseur et Géry Sorar, qui est un site de paris sportifs déguisé, qui s'appuie sur de la crypto. Donc il y a un manque d'informations financières flagrant sur Sorar. Voilà, donc cette volonté d'individualiser son comportement est tout de même relativement patent, en fait. Vraiment, moi, j'ai pas le souvenir dans un club de la magnitude du PSG qui aspire aux plus grandes récompenses d'avoir vu un joueur aussi influent dans le choix du personnel. C'est-à-dire que peut-être Messi au Barça et encore. Là, on parle quand même d'un individu qui guide la main d'un fonds souverain et d'un des fonds souverains les plus importants du monde. C'est quand même relativement vertigineux comme responsabilité qu'on lui a laissée. Hein. Mais c'est vraiment vertigineux. C'est ce que je disais dans ma présentation, là. Le pouvoir absolument délirant de la start-up Mbappé comparé à son impact réel, en fait, finalement, c'est assez stupéfiant. Ouais, je rebondis sur ce que disait David, c'est que le pouvoir qu'il a eu au PSG est finalement le revers de la médaille. Alors certes, avec des aspects positifs pour lui, mais le revers de la médaille d'une page qui n'était pas écrite dans son récit initial. Parce que je pense, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que Mbappé fait différemment des autres, ou alors il fait comme les plus grandes stars de ce monde qui sont pour beaucoup des sportifs, notamment par exemple, je pense qu'il prend beaucoup l'exemple dans LeBron James, et qu'en fait, sa carrière dans sa tête est tracée comme un récit presque autobiographique, qui a un lien avec le sportif, mais pas forcément, et que la prolongation l'année dernière au PSG ne faisait pas partie de ce récit. Et c'est la première fois où en fait, le suivi n'était pas logique dans le récit de sa carrière et de sa vie de personnalité. Et le retour au Real Madrid, évidemment, lui fait regagner ce récit sportif. Mais pour autant, il y a un truc qu'on l'entendait clamer depuis des années quand même, depuis 4-5 ans, c'était la volonté de participer aux JO en France avec l'équipe de France. Parce que ça sera probablement dans sa vie la seule possibilité pour lui de gagner avec le maillot français sur son sol. Et en allant au Real Madrid, on a quand même visiblement compris qu'il s'éloignait à nouveau de ce récit-là. Donc moi, ça me fait poser la question sur l'enchaînement de la prolongation au PSG et de la signature au Real Madrid dans un temps où il y a les JO qui arrivent et donc on va peut-être pas prendre le risque avec la signature, l'Euro, l'arrivée dans un nouveau club, la prépa physique et les JO, de continuer le récit Mbappé. Et je ne sais pas quels seront les prochains chapitres, mais moi, la comparaison, celle avec Platini sur la perception des Français, je la trouve évidemment très juste, même si je n'ai pas connu l'époque. Mais moi, je le vois comme un LeBron James, où LeBron James quitte Cleveland, qui est sa ville, en 2010, Avec The Decision sachant, ridicule pour partir au hit. Ouais. en sachant pertinemment qu'il allait gagner ailleurs et qu'il reviendrait en terre promise, dans sa terre promise, où on avait pourtant brûlé les maillots pour gagner et apporter un titre à sa ville. Et je pense que Mbappé voit sa carrière comme ça, mais je suis curieux de savoir maintenant quelles seront les prochaines étapes. Il y a une dimension effectivement très importante chez Mbappé qui est la dimension narrative. C'est évident. Lui-même, petit, il raconte, c'est ce que je te dis, c'est troublant de l'entendre voir toujours des témoignages, il raconte. Il racontait comment il allait faire telle chose, comment il allait signer au Real, comment... D'ailleurs, on le sait tous, en fait. Il a toujours dit il va aller dans tel club. Il y a une espèce d'héroïsme de la prédiction, quoi. L'héroïsme de celui qui a accompli son destin, quoi. Son destin qu'il s'est lui-même fixé. Personne ne lui a rien demandé. Personne ne lui a dit d'aller signer là-bas. Personne ne l'a obligé, quoi que ce soit.
Et ce qui est bizarre, c'est que moi, c'était un peu l'impression que m'avait donné l'émission là, avec Élise Lucet, et qui est un peu chez lui comme ça. Et c'est marrant, ça m'a fait penser, je pense à ça, aux mémoires de guerre de De Gaulle. Bon, rien à voir, mais dans lequel De Gaulle, c'est marrant parce qu'il parle de Gaulle, il parle de De Gaulle à la troisième personne. Il dit, quand il parle de Gaulle, le mythe de Gaulle, il dit De Gaulle. Il dit pas je, etc. Il dit, on attendait De Gaulle à tel endroit. Et avec sans arrêt cette espèce de notion complètement folle de ce que doit être la France, tu vois. C'est le truc du gaullisme, c'est que la France, et tu sais pas bien de quoi il s'agit, mais c'est comme l'institution, dans le monde du foot. C'est que tout le monde en parle. Voilà, et chez Mbappé, il y a un peu ça, c'est l'idée qu'il est un peu commentateur et en même temps acteur de sa propre vie. Et c'est un peu troublant parce que tu sais pas exactement à quel tu parles en fait quand tu l'entends. Tu sais pas si c'est l'excellent consultant ou l'excellent commentateur ou alors c'est le joueur. Et moi je suis content de voir que là, le dernier match à Montpellier, le voir qu'il a repris un peu, on sentait un peu hésitant, ça fait quelques semaines qu'il était un peu en dedans. Là, on l'a senti à nouveau triomphant, dominateur et à nouveau joueur. Moi, je suis content de le revoir comme joueur de foot. Je pense qu'il est libéré d'un poids, en fait. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est qu'il joue à la x2 par rapport aux autres en termes de vitesse. C'est stupéfiant. On a l'impression de voir deux matchs superposés l'un à l'autre, quoi. Et pareil, il y a cette même sensation de se dire, ce type-là, il va pas à la même vitesse que les autres, il pense pas à la même vitesse, il pense pas comme les autres, tu vois. Et ce qui fait que t'as une espèce d'inquiétante étrangeté qui règne sans arrêt. Mais justement, par rapport à ça, et c'est là où ça va être intéressant dans son nouveau club, c'est qu'en redevenant un joueur de foot et en se recadrant, en retrouvant le terrain, je me demande comment il va gérer la frustration qui accompagnait les années parisiennes, où justement il était devenu plus que le joueur qu'il aurait dû être. Je me demande comment il va être capable de s'adapter à ça. Moi, je pense que l'une des interrogations, c'est la gestion de sa frustration. C'est-à-dire que être traité finalement comme il l'a été, et on l'a vu lors du dîner d'État avec le Qatar, être finalement placé au même niveau que des milliardaires et des gens qui étaient autrement plus influents et déterminants pour l'économie du pays ou ses relations internationales, c'est là où ça va être intéressant parce que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse se contraindre à respecter une communication qui viendrait de l'extérieur et qui lui imposerait de respecter cette fameuse institution dont tu parlais, David, qui n'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Non, mais au Real, ça existe. Ouais, au Real, ça existe. Justement, la puissance culturelle, elle est Voilà. énorme. Mais c'est là où tu faisais la comparaison avec De Gaulle. Quand on lit la bio de Julian Jackson, justement, qui est très éloigné des bios de la couture, etc., il revient justement sur le côté extrêmement ambivalent de Gaulle et sur le fait que le discours changeait beaucoup en fonction des gens. Et dans une institution, finalement, là, qui est vraiment établie, je me demande comment il va réussir justement à être capable de faire la même chose, ou en tout cas de se réinventer pour finalement redevenir ce genre de foot et de se contenter de ça. Moi, je pense qu'il va se sentir moins seul. Moi, je suis d'accord, et surtout que moi, je pense que c'est un. Alors, il est profondément anglo-saxon, il est profondément américain, Mbappé, et que c'est quelqu'un qui deal. C'est quelqu'un qui négocie en permanence, c'est quelqu'un qui deal. Et en arrivant au Real, il va dealer un recul de ses prérogatives qu'il avait à Paris contre l'institution et contre le fait de gagner des titres, d'être en position de gagner des titres et d'être mis en valeur tout le temps et longtemps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui l'a intégré. Pourquoi il est resté à Paris? Pourquoi? En dealant, en ayant plus de prérogatives, en étant directeur sportif. Il faut tout. Lui, c'est quelqu'un il faut toujours qu'il ait l'impression de sortir gagnant d'un deal. Il négocie tout le temps. Ça aurait été le cas quand il est à Monaco avec Luis Campos et avec Ribolevliev, ou quand il est en équipe de France, quand il est tout son parcours comme joueur, et comme gamin, en fait. Ouais, même quand il pousse les dirigeants de Monaco à séparer ses entraîneurs. Voilà. Irles, notamment. Irles, oui, il pousse Jardim à venir le voir. Et il exige du temps de jeu, via son père. Il y a toujours une idée d'un traitement de faveur, un traitement particulier, mais qui est lié à sa singularité. C'est-à-dire qu'il est conscient très tôt de sa singularité, même avant même ses parents. Il est conscient de sa singularité, et ses parents n'ont eu de cesse d'adapter les institutions dans lesquelles il est à sa singularité, à lui. Et ça a été une problématique, c'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup hésité
pour le lieu dans lequel il allait s'entraîner, dans quel club, dans quel centre de formation il allait aller. Il y a eu les premières offres de Caen, il y a eu Bordeaux. des tests à Bordeaux, à Chelsea. Il est allé dans beaucoup de clubs, il a fait des tests dans beaucoup d'endroits, et à chaque fois, je crois que le critère de décision a été le relationnel avec les gens. D'ailleurs, il a failli signer à Caen pour ça. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit symptomatique uniquement de Mbappé. Je pense que c'est Non. symptomatique de tous les joueurs assez talentueux. Moi, ça me fait penser aux parents d'élèves qui ont des gamins un peu surdoués. Ou qui pense. Et qui ont besoin. Et lui, il est surdoué sur plein de choses, mais il a eu des problèmes, notamment de latéralisation. Il a raconté qu'il ne savait pas s'il était gaucher ou droitier pendant longtemps. Il y a un enjeu. Alors, il a été diagnostiqué après HPI, je crois. Mais il a jamais été vraiment adapté, en fait. Et que, par exemple, l'institution scolaire a été très compliquée pour lui. Et donc, il y a eu, pas en termes de travail, pas en termes d'intelligence, pas du tout, en termes de conformité. De conformité, en fait. C'était un gamin qui avait énormément de mal à rentrer dans le cadre. Toujours. Mais ça, il y en a plein. Moi, je trouve qu'il Bien sûr. Il y en a plein. Et moi, je trouve que là où il est très fort, c'est qu'il a toujours réussi à répondre à cette singularité sur le terrain. Et c'est pour ça que je trouve que tous les éducateurs auxquels il a eu affaire se sont toujours adaptés à lui, parce que derrière, il y avait toujours... Mais parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'il a eu conscience très tôt que c'était un rapport de force. Lui, très tôt, il a décidé, par exemple, qu'il ne défendrait jamais. Oui, mais typiquement, je pense que... Enfin, tu parlais de Ben Arfa tout à l'heure, je pense qu'il est un petit peu dans cette singularité-là aussi. Mais il est beaucoup moins structuré que Ben Arfa. Ben Arfa n'était pas structuré. Je veux dire, culturellement, intellectuellement. Très mal entouré. Il était managé par le voisin Michel Voisine, quoi. Enfin, sans mauvais mot. Val, quand tu regardes sa socialisation, tu vas te rendre compte que le modèle de performance qui est mis en place, c'est un modèle de performance familiale, dans un environnement de prof, avec un enfant qui est clairement précoce, diagnostiqué, et pour en avoir depuis 20 ans au quotidien, tu as tout à fait ça. C'est-à-dire que dans le rapport à l'adulte, il considère que c'est un égal, quelle que soit la valeur de la personne en face. Exactement, c'est ça. Les seuls qu'il va considérer, c'est ceux qui l'admirent. Et il y en a très peu. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il a eu un rapport très particulier avec Thierry Henry à un moment. C'est pour ça que Jires Kembo, son demi-frère, est quelqu'un qui compte dans son parcours. C'est pour ça qu'il respecte les institutions. Mais tu vois la manière dont il parle de sa mère, par exemple, ou plutôt la manière dont sa mère parle de lui au moment où il doit justement dealer avec elle la somme pour sa fondation d'envoyé spécial. On est dans un rapport qui est très particulier, c'est-à-dire que l'institution n'existe que lorsqu'il a décidé qu'elle existait. Et en l'occurrence, au PSG, il a très rapidement compris qu'il pouvait repousser les murs. C'est là où ça va être intéressant, l'adaptation à Madrid. Et tu le vois dans l'apprentissage, mais de tout. L'apprentissage social, la manière de maîtriser le langage, la manière d'apprendre. Il a suivi des cours jusqu'à très récemment. Maintenant, il est indépendant. Maintenant, c'est un jeune homme libre. Il n'est plus avec sa famille au quotidien. C'est là où ça va être intéressant de voir comment... Mais je pense que le Real va lui apporter cette continuité culturelle. C'est-à-dire qu'il va se sentir moins seul au sens historique du terme. C'est-à-dire qu'il va plus être le grand joueur de telle équipe. Il va s'inscrire dans une généalogie qui, lui, va le valoriser en tant qu'héritier de Di Stefano, etc. Ouais. Et ça va permettre de nourrir cette approche qu'il a, parce qu'il n'a d'égal que les héros du passé. Oui, que les héros du passé, en fait. Tu vois, et tu penses qu'il peut le seul doute, à mon avis, c'est l'entente avec Bellingham et Vinicius. Et c'est plus la réaction de Vinicius que je crains. Bellingham, moi, surtout. Non, Bellingham, je crois pas, parce que Bellingham, il a le même rêve que lui depuis Non, mais surtout que Bellingham, il est ultra cadré, les gars. Bellingham, il a un père policier qui a été meilleur buteur local de tous les championnats amateurs. Jude et Job, ils sont cadrés depuis qu'ils ont 10 ans, quoi. Il n'y a personne qui bouge. Moi, je connais, enfin, c'est pas du name dropping, mais je connais assez bien Anthony Modeste qui m'a dit, mais Bellingham, laisse tomber. Le mec, c'est un mec de 30 ans qu'on a vu débarquer dans le vestiaire quand il est arrivé à Dortmund, quoi. Il était Modeste qui a quand même vadrouillé. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Un mec aussi mature. Comme Mbappé, quoi. Comme Mbappé, c'est le même. Moi, je le trouve très proche. J'ai plus peur de la réaction de Vinicius. Bah, surtout que Vinicius, géographiquement, sur le terrain, dans le profil, c'est ce que je citais, pour faire le parallèle avec les fusions-acquisitions, c'est un doublon de personnel. C'est-à-dire que, mais c'est 2 jours extraordinaires. Hein. Mais je suis pas, moi, fondamentalement. Mais Vinicius, c'est un cran au-dessus. Et un cran en dessous. Moi, je suis un cran en dessous parce qu'il est beaucoup plus laborieux que Mbappé. Vinicius, c'était. Que les grands joueurs, depuis que j'ai vu le milieu de terrain de l'Angleterre du milieu des années 2000, je suis plus convaincu que les grands joueurs savent ça. Qu'une accumulation de grands joueurs est forcément bénéfique.
Ouais, mais là, t'as Ancelotti pour encore une saison. Ouais. Et t'as quand même probablement le Manager. meilleur pour gérer Ouais. justement ce type de comportement, en tout cas sur une année. Après, Après, ça va faire ça beaucoup. exclut pas que tu aies des Honnêtement, transferts ça et va faire adaptations. beaucoup. Tu auras forcément Mais un moi, j'avais une transfert de question pour toi, Rodrigo. Thibaut. C'est toi qui connais bien le Real Madrid. Comment tu conçois la position potentielle d'un Mbappé? Parce qu'il arrive, il a quand même 25 ans. Il arrive après un Ronaldo, un Benzema qui a eu un ballon d'or, dans une équipe qui est déjà structurée et qui roule, qui va être championne d'Espagne, qui probablement va peut-être aller un peu plus loin en Ligue des Champions. On est quand même dans un univers très concurrentiel avec des figures tutélaires qui sont très 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 prégnantes. Comment tu prends ta place dans cet environnement-là? Quand t'es Julien Faubert, ça t'écrase. Hmm. Il Non, avait mais l'air il avait l'air content, lui, hein, pour le coup, Faubert. Hein. Tu lui parles, il a 53 minutes. c'est un rêve d'un jour. Hein. Voilà. Bon, quand t'es Mbappé, ça te porte. Ça te porte parce que enfin, c'est très particulier. Le Real Madrid, c'est la plus prestigieuse institution sportive. C'est un bain culturel, en fait. Déjà, tu baignes dans quelque chose qui te stimule déjà. C'est-à-dire que où que tu ailles, ou que tu ailles dans la ville, ou que par exemple, c'est un détail. Au Real Madrid, tout le monde est en costard, tout le temps. Il y a pas beaucoup des clubs, tous les gens ils sont en costard. Tu vas au boulot en costard. C'est le Real Madrid, c'est costard. Tu vas pas en tribune en jean, tu mets costard. C'est l'idée que ça pas un détail, mais c'est l'idée que t'es là, t'es détenteur d'un prestige que tu dois transmettre. Et quand t'es joueur et quand t'as l'ambition qu'a un type comme Mbappé ou comme Bellingham, forcément c'est flatteur parce que tu appartiens à une sorte d'élite un peu à l'ancienne. Et en même temps, c'est ça qui est très curieux dans ce club-là, à la fois très à l'ancienne, très conservateur, et en même temps à la pointe de toutes les innovations financières et compétitives. On voit avec la Super League. Donc c'est ce mariage un peu bizarre dans ce club-là qui, à mon sens, peut être utile pour lui. Et puis bon, faut pas oublier que depuis qu'il est gamin, il clame qu'il va au Real. Donc Mbappé, ça fait 3 saisons que les gens du Real, ils considèrent qu'il c'est déjà un joueur du Real, quoi. C'est étonnant, quoi. Presque, tu vois, quand il leur a mis un vent là en 2022, là, mais là c'est le retour du fils prodigue, quoi. Tu vois, c'est bon, bah voilà, c'est bon, tu t'es bien amusé. Maintenant c'est bon, tu peux venir enfin chez toi, tu vois. T'as gagné le droit de venir chez nous. Mais des types comme, je sais pas, des mecs comme Raoul, des mecs comme Valdano, des mecs comme Butragueño, c'est des types qui sont des légendes vivantes, quoi. C'est pas des Julien Faubert ou c'est comme si t'avais, au lieu à Paris, t'en as un qui est rail, qui y est pas, qui est même pas à Paris. Mais c'est comme si à tous les étages, t'avais des rails, quoi. Donc t'as des mecs qui sont éduqués, qui baignent dans cet univers-là depuis 30 ans, qui sont formés au club pour certains, et qui ont eu des voix qui portent vraiment, et que tu peux pas. Si demain Mbappé s'affronte au Real et c'est terminé, Mbappé, ils en prendront un autre, tu vois. Le rapport de force a changé là. Bah, regarde Hazard. Hazard, voilà. Je pense que son intelligence, l'intelligence de Mbappé, c'est justement d'avoir compris ça. Je crois il me semble que de ce qu'on comprend de la négo en cours, on comprend ça. C'est-à-dire qu'ils comprennent là où il a mis les pieds. Mais paradoxalement, c'est là où il veut être depuis le début. Ça, c'est pas une très bonne position de négociation pour démarrer, sauf au Real. On va conclure là-dessus, messieurs. Ça fait déjà 1h12 d'émission. Si vous êtes intéressés par le sujet des institutions de club, je vous renvoie au tout premier épisode du COMEX, qui date d'il y a quasiment un an maintenant désormais. Un club de football doit-il être une institution qu'on avait fait au sortir de la Coupe du Monde l'an passé. Merci beaucoup, messieurs, pour ce 21e épisode de la saison du COMEX. On va évidemment clôturer avec nos habituelles recommandations culturelles et je laisse JB commencer. Eh ben écoute, achetez mon livre. Non, bah, le dernier numéro de la revue de l'After, la manière dont vous l'avez vendu m'a donné clairement envie d'aller l'acheter. Donc Marocco, ça va être d'être très corporate. Et le dernier numéro de la revue de l'After sur les agents, clairement, ça va être dans mon petit sac demain. Bon, partons du principe que c'est la recommandation permanente, mais en plus de cette recommandation permanente. Alors j'ai un très bon livre japonais, mais j'arrive jamais à prononcer le nom. Et
Et le problème, Dragon c'est Ball l'audio. Ça s'appelle Hiro Arikawa. Ça s'appelle Au prochain arrêt. Alors, c'est très fleur bleue. Voilà. Au prochain arrêt. C'est noté. David. Ah bah Moi, je vais enfin pouvoir faire la recommandation dont je vous avais parlé à Bauer. The Dynasty. 10 épisodes sur Apple Plus. C'est Apple Plus, la chaîne d'Apple. Mais donc dispo sur MyCanal. Donc dispo sur MyCanal sur la dynastie des Patriots en NFL et sur le rapport entre Bill Belichick, qui est certainement le plus grand coach de l'histoire, et Tom Brady, qui est certainement le plus grand joueur de foot américain. Facho, joueur de parti. Alors, je veux pas spoiler On dit républicain. Convaincu. Mais très franchement, en termes de dynamique, de management, de gestion des hommes, et surtout que le foot américain est toujours aussi télégénique quand il s'agit de séries, c'est exceptionnel. C'est très franchement un des meilleurs documentaires sportifs que j'ai vu. Génial, The Dynasty sur MyCanal. Enfin, sur Apple Pay. Apple Plus, pardon. Thibaut. Beaucoup de choses. Le dernier numéro de Panenka. Deuxième recommandation quasiment permanente, celle-là. Un peu, c'est vrai. Nouveau partenariat de la revue. Non, parce qu'elle vient de sortir. Là, pour le coup, c'est sur le Pays Basque, sur la vogue des entraîneurs basques. Arteta. Comment elle s'appelle cette province où ils sont 4? Emery, Iraola. Biscaye, en fait. C'est Biscaye, ouais. Donc ils essaient de creuser au-delà de l'anecdote, qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine de cette région-là de commun à tous ces entraîneurs. Donc on répète, Xabi Alonso, Arteta, Iraola, Emery, Alguacil, non? Alguacil, qui lui là, enfin lui il n'est pas c'est pas Guipuscoa, mais c'est le Pays Basque. Et donc qu'est-ce qu'il y a de basque en fait? Qu'est-ce qui fait que voilà. Donc c'est très intéressant parce que en fait c'est des vieilles théories du climat, c'est un vieux classique chez Montesquieu, il y a ça aussi. Mais une fois que tu as dit ça suffit pas. Ce qu'il faut ensuite, c'est créer et creuser. Une fois que tu as dit que les Basques étaient travailleurs, comment tu le thématises, quoi. Donc là, je trouve ça intéressant en matière de football. Flo. Moi, c'est un bouquin que j'avais lu il y a 2-3 ans qui s'appelle Le Ghetto intérieur, qui est un roman de Santiago Amigorena, qui était sorti en 2019 aux éditions Paul, et qui raconte l'histoire de Vicente Rosenberg, qui est un juif qui émigre de Pologne pour arriver à Buenos Aires en Argentine en 1928. Et l'histoire, c'est un peu l'évolution de sa vie en Argentine et aussi sa relation épistolaire avec sa mère, qui est restée au pays et qui est restée dans le ghetto de Varsovie et qui va finir par mourir à Treblinka. Donc c'est pas le roman le plus gai qui soit, mais il est formidablement bien écrit et passionnant. Très bien, merci Flo. Et je clôturerai cette émission, là encore, avec un certain pluralisme politique, puisque j'ai été voir ce jeudi au théâtre Walidia, humoriste que vous connaissez probablement via ses interventions sur France Inter, qui est un spectacle éminemment politique, très anti-macroniste, je dois le concéder. Mais en même temps, il tape un petit peu sur tout le monde, que ce soit les écolos, les gauchos, enfin bref. Je vous laisse, je recommande chaudement d'aller déjà s'abonner sur Instagram pour avoir ses différentes chroniques et vidéos, et si vous le pouvez, d'acheter des places pour son spectacle qui est très bien écrit et très sympathique et très marrant. Et qui passera par l'Adidas Arena en 2025. Voilà. Si en plus super salle d'ailleurs. Ouais. Super salle. Salle extraordinaire, vraiment, une réussite. Si en plus vous pouvez laisser la de Flo, c'est encore mieux. Les amis, merci beaucoup pour ce 21e épisode du Comex. Je rappelle les 2-3 choses essentielles avant de nous quitter. La première, d'acheter la revue de l'After sur les agents, les vrais maîtres du jeu, avec un dossier aussi spécial, on n'en a pas parlé, sur l'Euro Magique 1984. Et évidemment, deuxième recommandation qu'on n'a pas faite, le bouquin Révolution Mbappé de Jean-Baptiste Guégan et Clément Perniac. On fera gagner ce dimanche à l'occasion de notre live et d'un petit quiz. Donc je vous invite évidemment tous à bloquer cette petite date-là et de venir participer à ce quiz dimanche soir sur les coups de 21h, 22h. Je ne sais pas encore l'heure exacte, je vous la communiquerai sur les réseaux sociaux. Et d'ici là aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager tout ce que vous pouvez faire et éventuellement de nous soutenir en participant sur notre cagnotte Hello Asso. Tous les liens sont sur nos réseaux sociaux ou
sur notre site internet. Les gars, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Comex. Ciao, ciao. Salut.